Bonjour, le Regroupement des géographes du Québec est heureux de vous inviter à ce webinaire midi intitulé Parcours professionnel d'un géographe en géomatique appliquée qui sera présenté par Gaétan Poulain. En vous souhaitant une bonne écoute. Voilà, alors bonjour tout le monde. Je suis heureuse à titre de présidente du Regroupement des géographes du Québec de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, dans notre série de webinaires midi. Alors, le webinaire aujourd'hui s'intitule « Parcours professionnel d'un géographe en géomatique appliquée » et le présentateur, donc M. Gaétan Poulain, est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement, d'un baccalauréat en géographie physique et d'un certificat en management. Donc, un parcours qui peut sembler assez éclaté ou atypique, mais c'est entre autres de tout cela dont M. Poulain va nous parler dans les prochaines minutes. Donc, je vous rappelle que nous allons débuter ce webinaire midi par la présentation de M. Poulain et par la suite, vous serez invité à poser des questions, des commentaires, bref, à enrichir l'échange en lien avec la présentation. Donc, M. Poulain, je vous cède la parole. Oui, bonjour. Je vais vous partager sans plus tarder mon écran pour débuter la présentation. Partager. Voilà. Est-ce que tout le monde la voit? Oui? Oui, c'est parfait. On voit votre écran. C'est parfait. Donc, c'est parti. Donc, bienvenue à cette présentation de mon parcours, ma démarche qui avait débuté comme géographe ou même comme administrateur et qui s'est poursuivie en géomatique un peu par la force des choses, comme je vais vous le démontrer. En premier lieu, je voudrais dire à quoi, qu'est-ce que pour moi est la géomatique par rapport à la géographie. Alors, tout ça me semble lié par la notion d'espace. C'est tiré de définitions que tout le monde connaît un peu, mais j'en ai fait comme un peu ma compréhension. Hein. La science des localisations, la géographie, c'est toujours appliqué sur un espace et l'analyse des caractéristiques des objets qu'on essaie de voir. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu en arrière. Voilà, c'est pas mon ordinateur. Alors que la géomatique, elle, porte sur les mêmes espaces ou d'autres espaces, mais utilise des méthodes informatiques pour multiplier ou renforcer ou faciliter ces analyses de la géographie. Puis le recours à la géomatique est devenu assez incontournable dans plusieurs domaines, notamment pour les analyses en environnement. Et il y a toujours, quand on parle d'environnement, la composante spatiale. Donc, l'analyse de l'espace, la perception de l'espace est très importante. Alors, mon parcours académique, oui, j'ai commencé par un certificat en management à McGill parce que j'étais dans un contexte d'entreprise où c'était la chose qu'il fallait faire. Je me suis vite ennuyé de ça. J'étais toujours en plein air, donc je suis allé vers les sciences, géographie, physique et il y avait la géomatique qui pointait à l'époque, donc c'était incontournable. J'ai par la suite enchaîné tout de suite sur la maîtrise en sciences de l'environnement. Puis dans ce contexte d'études en environnement, j'ai aussi entrepris le DESS en géomatique parce que j'avais une problématique territoriale. Mon dernier point ici, qui était la maîtrise, mon mémoire, c'était apporté sur l'analyse spatiale et l'évolution du zonage sous la pression du développement touristique en regard du cadre écologique de référence. Toutes ces données sont donc géométriques et pourquoi j'ai fait le DSS en géométrique. Petite anecdote rapido, scolarité seulement, parce que le travail que je faisais en même temps que le DSS, j'ai essayé de passer comme projet de recherche, puis ça n'a pas été accepté parce que j'étais payé. Donc, je n'ai jamais eu le diplôme de DSS. Le premier travail, justement, payé que j'ai eu pour utiliser ces technologies-là, c'était l'application du cadre écologique de référence sur l'Outaouais,
qui était fondée sur des analyses multicritères et la géométrique pour tenter d'optimiser le choix des emplacements pour les décideurs locaux, les emplacements des prises d'eau potable, les sites d'enfouissement, chemins forestiers, etc., etc., et de produire un bilan environnemental. Tout ça a été intégré dans un système intégré d'aide à la décision régionale de l'Outaouais, qui a été utilisé et qui a débouché en fait sur un groupe qui gère les données d'Outaouais depuis ce temps-là. Alors, par la suite, je vais quand même vous parler du cadre écologique de référence qui est à la base de mes premières démarches. Le cadre écologique de référence, c'est un outil de connaissance, de caractérisation du territoire, de classification, cartographie et de compréhension sur tout ça, ce troisième point-là, la compréhension de capacité de support du milieu. Pour arriver à ça, il appréhende avec une cartographie dans le système, dans un système de niveau de perception emboîté. Une image vaut 1000 mots. Ça ressemble à ça. C'est le territoire du Québec qui est divisé en 20 provinces naturelles pour des régions, pour des raisons spécifiques qu'on va voir rapidement bientôt, et sous-divisé en régions naturelles, ensemble physiographique, district écologique, ensemble topographique et entité topographique. Un site existe sur le cadre écologique de référence et toute une documentation assez volumineuse qui explique cette belle perception du territoire. L'adresse, j'avais fait un lien, mais je crois que ça ne marche pas ici. Vous pourrez aller voir ça, ça vaut vraiment le coup. Alors, ça divise le territoire en 5 grands niveaux de perception. Je présente la carte ici. On voit les 20 provinces naturelles qui représentent les grands ensembles physiographiques, hein, les Appalaches, les Basses-Terres du Saint-Laurent, et ainsi de suite, qui sont subdivisés en régions naturelles. Toujours basé sur des perceptions d'abord géomorphologiques, hein, collines de la Vérandrie, massif du Mont-Tremblant et tout comme ça. Ça caractérise dans un niveau de perception plus grand le territoire. Le problème avec ma souris. Cette perception-là de subdivision et tout correspond à des échelles. Hein. On passe du 1 pour 5 millions à l'échelle de province à 1 pour 5 000 à l'échelle très locale. On parle de micro-relief qui est caractérisé. Mais à ça correspond aussi des fiches. Le cadre écologique de référence produit ça aussi, des fiches de prescription puis de restriction d'utilisation du territoire, ce qui est très important compte tenu des caractéristiques physiques du territoire. Alors, évidemment, en le superposant pour la région qui, moi, était l'Outaouais, si on se ramène à des niveaux plus fins, on voit des petits polygones qu'on va caractériser compte tenu des caractéristiques physiques puis l'utilisation prescrite ou proscrite du territoire. Le site dont je vous parlais tout à l'heure produit un résumé de ces fiches-là simplement en cliquant. Je vous invite à vraiment aller voir le cadre écologique de référence du Québec sur le site du ministère de l'Environnement. Alors, suite à ça, j'ai été rappelé par Tadoussac parce que j'avais fait ma maîtrise là. C'était ça, mon cadre écologique de référence pour l'étude du zonage et de l'évaluation du développement à Tadoussac dans le contexte des packs de conservation. Évidemment, la municipalité, puis la MRC, puis même Parc Canada, puis Parc Québec étaient vraiment intéressés. J'ai fait comme une espèce de topo ou un rapport terrain de tout ça. Plus spécifique. Et voilà ce que ça a donné. Je situe Tadoussac dans sa cartographie globale. En bleu foncé, c'est le parc marin qui a été créé fin des années 90, mais donc pour ça, c'est très long, commencé dans les 90 au début.
En bleu plus pâle, c'est le parc terrestre. Tadoussac se situe juste à la croisée des chemins, si on peut dire. Ces créations de parcs ont eu des impacts favorables pour la protection, évidemment. Mais ça a changé toute la vocation des municipalités alentours à cause du récréotourisme principalement. Et c'était l'objet de l'étude. Comme on voit, Tadoussac est entouré, si on zoome plus proche, des parcs terrestres puis du parc marin. Donc, ça a mis une espèce de pression sur le développement à Tadoussac. Alors, ma façon d'analyser ça, ça a été de regarder les plans de zonage avant l'arrivée des parcs en 80. Il y a eu un premier zonage. Les parcs étaient dans le décor, ça s'en venait, donc ça a motivé un plan de zonage. Puis il y en a eu un autre en 95. Comme vous le voyez tout de suite, rapidement, ça a eu une influence sur l'aménagement. On a, par exemple, multiplié de beaucoup, quasi doublé les zones. On a créé un paquet de zones. Évidemment, la conservation en bas, qui était à cause du parc marin, c'était comme ça allait de soi. Mais il y a eu beaucoup de perturbations dans les zones commerciales qui se sont multipliées, puis l'industrie, puis l'habitation. C'est les principaux qui ont été touchés par ça. Alors, il existe un cadre écologique de référence qui avait été fait par un collègue avant sur la municipalité de Tadoussac. Et on peut voir rapidement, c'est encore l'Estran qu'on voit ici. Donc, le Saint-Laurent est là, le Saguenay est là, le centre de Tadoussac. Il y a 3 grandes zones de roches, d'affleurement rocheux, entrecoupées de 2 zones de dépôt meubles où on peut constater où il y a des risques de glissement de terrain qui ont déjà eu lieu aussi et qui continuent à avoir lieu qui continuent de constituer un risque à Tadoussac. Tadoussac, c'est un paysage en terrasse. Donc, c'est les versants de terrasse et particulièrement là où on a mis de la construction. Alors, pour évaluer si le zonage était adéquat, on l'a superposé à ce cadre écologique de référence. Et par exemple, je vous donne une zone agricole ici, une zone qui a été qualifiée d'agricole, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous. En dessous, ben, il y a notre fameux 30% de roches, donc ce n'est pas vraiment une zone agricole. Il y a de la pente abrupte, ce qui n'est pas non plus approprié. Il y a une zone à risque. Il reste à peu près 40% de régions de dépôt meubles. Mais je rappelle qu'on est à Tadoussac dans un milieu plutôt froid. Et donc, l'agriculture n'était pas vraiment une option à Tadoussac. Et ce qui amène à constater que est-ce qu'il y a une adéquation entre les plans de zonage et les caractéristiques fondamentales vues par le CER, le cadre écologique de référence. Et bon, je vais vous faire grâce des calculs qui ont été faits proportionnellement, puis des usages prescrits et tout ça. J'en avais fait une synthèse des 2 plans et on constate que le dernier plan en 95 s'affaiblit quant à l'adéquation d'utilisation du sol ou en tout cas de la prescription via les plans d'aménagement par rapport aux caractéristiques. Où on a pris le plus de risques, c'est en habitation. Comme je vous disais, on s'est construit pour avoir une vue sur la mer, des maisons assez importantes dans des zones carrément à risque de glissement de terrain. Alors évidemment, quand j'ai présenté tout ça, il y a eu beaucoup de questions. J'ai été rappelé plusieurs fois à essayer d'expliquer ça. Les zones à risque, ce n'est pas moi qui les ai déterminées, elles sont là. Et donc, ça a été toute une histoire. Et par la suite, j'ai utilisé cette méthode-là dans le cours de géographie environnementale à l'UQAM. En 2 mandats, j'ai fait cette session-là pour des évaluations des impacts avec les outils géomatiques, l'analyse spatiale, la cartographie, comme un petit peu on vient de voir, mais tout ça en appliquant aussi, en voyant le cours sur les règlements d'évaluation environnementale.
J'ai par la suite travaillé avec le Conseil de la Nation à Tikamek. Ça aussi, ça a été quelque chose qui a passé rapidement, qui a été remis, reporté, étiré. Puis finalement, je crois que ça a évolué en autre chose. C'est dans le cadre de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador qui cherchait à faire un plan de développement durable. Et pour le Conseil de la Nation à Tikamek du Canada, moi, j'avais participé à essayer de mettre en place, ou en tout cas de proposer des systèmes d'information géographique et des bases de données pour appuyer ce plan de développement-là. Bon, il y a eu des littératures, rencontres sur le terrain avec les chefs là-bas, dans les réserves qu'on appelle, malheureusement. Évaluation des besoins, puis une recommandation d'un SIG. Ça a été particulièrement ça. Je n'ai jamais eu d'autres nouvelles, mais j'ai su que ça a évolué en autre chose, ce plan-là. Alors, par la suite, ou à peu près dans le même temps, on m'a offert de faire un mandat de télédétection du cannabis à la sécurité publique, la Sûreté du Québec. Ça, tout le monde en a un petit peu entendu parler, peut-être plus parce que maintenant, ça a été légalisé, mais c'était la grosse affaire à l'époque. On faisait voler des caméras à haute résolution qui pointaient avec une détection de l'infrarouge qui fait voir l'activité chlorophyllène. On va le voir dans une image, là. On intégrait des systèmes de navigation, des positionnements, synchronisation de la caméra avec la coordonnée GPS. On faisait des tracés de lignes de vol pour l'avion d'après les secteurs ciblés que la Sûreté avait selon ses enquêtes où ils croyaient qu'il y avait le plus de cannabis. On produisait une cartographie géoréférencée, des fiches que les policiers amenaient sur le terrain pour aller faire les saisies dans le programme qui s'appelait le programme CISAI, qui n'existe plus. À la fin, il y avait des grands rapports. On collaborait avec les agences policières d'Ontario, la GRC, et ainsi de suite, pour faire des rapports statistiques annuels de tout ça. Voilà les images. Voilà l'image en question de infrarouge qui montre la végétation. C'est un champ de maïs avec ici en bleu, c'est un chemin qui reflète moins l'activité chlorophyllène. On peut voir clairement, c'est ça qu'on voyait, qu'on détectait, qu'on géoréférençait et avec quoi on envoyait les policiers sur le terrain. Les trous, que ça s'explique, on ne voit pas très bien, mais je ne sais pas si vous avez déjà allé dans un champ de maïs quand il était en pleine croissance, ça vient à 2 mètres de haut. C'est très difficile de s'y retrouver, sauf peut-être en comptant les rangées. C'est ce que les contrevenants faisaient. Donc, à la X rangée, ils commençaient à faire des trous à tous les temps de plan. Le trou consistait à enlever un plan et les 4-5 autres alentours pour créer un espace d'à peu près 2 mètres où le plant de cannabis croissait. Alors, c'était la façon qu'il se repérait, mais du haut désert, c'était assez évident à détecter. C'était une petite équipe à la Sûreté du Québec. J'ai passé quand même quelques années là parce qu'il y a eu toutes sortes de besoins qui ont émergé et qui n'étaient pas desservis. Entre autres, les bases de données qu'on a constituées à référence spatiale n'existaient pas, c'était plutôt du texte. Donc, il n'y avait pas façon d'utiliser ça, d'interroger ça de façon géographique, si on peut dire. Il fallait également normaliser les adresses. Alors, il y a beaucoup d'adresses, hein, les bases de saisie, les crimes, tout se passait. Il fallait faire ça. Il y a eu des progrès, des progrès dans tout ça qui ont mené à d'autres programmes comme la surveillance de la frontière avec des ortho-images qui n'étaient pas qui n'étaient pas utilisés. On a utilisé aussi ça pour la recherche en forêt. Il y a eu une section cartographie qui s'est développée. On ne savait pas précisément où était la desserte alors qu'on couvrait l'ensemble du territoire québécois. On a répertorié les sites de crimes, les enquêtes, les analyses. Un des aspects qui a été très intéressant, c'est le géoprofilage criminel, qui était une analyse probabiliste des crimes en série. Alors, je me souviens d'avoir travaillé sur un violeur, deux cas différents, où il en était rendu à sa 15e victime, puis on déterminait en fonction des endroits, puis des algorithmes d'analyse spatiale,
quelle était la probabilité qu'un événement comparable se reproduise dans un espace donné. Et on a eu très bons résultats avec ça. Et combiné à d'autres éléments d'enquête, les contrevenants ont été ramassés. Finalement, on a perdu le droit de faire ce type d'analyse-là au profit de la GRC pour des raisons très administratives. Je travaillais également sur la répartition par ordinateur des appels d'urgence, qui est un gros projet qui est, à ma connaissance, toujours pas terminé en raison du territoire qui est énorme au Québec et la communication, de la télécommunication était très difficile. Je faisais également le lien avec d'autres partenaires. Homeland Security, qui était une grosse affaire après 2001. Fin des 2000, c'était les rencontres là, où je suis allé au Colorado, absolument génial, sur le partage de l'information. Ça a été vraiment un début obligatoire où il fallait justifier pourquoi on ne partagerait pas de l'information. Peut-être ceux qui m'écoutent ne sont pas dans cette dynamique-là, mais pendant longtemps, c'était très difficile d'avoir de l'information et de la partager. Au fil en aiguille, je suis devenu chef intérimaire de la direction de la géométrique là et j'ai participé à ce comité justement pour le partage de l'information géographique parce que, croyez-le ou non, entre ministères, par exemple, le ministère des Ressources naturelles vendait au ministère de l'Environnement des données que le contribuable avait déjà payé pour fabriquer et il leur repayait pour les acheter. Ça n'avait aucun sens, c'était très non fonctionnel. On en a fini par partager ces données-là. Et moi, je suis allé à Transport Québec sur ce mandat-là. J'ai eu comme une petite promotion. Là, j'étais plus... On parlait toujours de géomatique et de territoire, mais j'étais plus évidemment en administration à ce moment-là, négocier, gérer les projets qui étaient très sectoriel, hein, la BGR, la base géographique routière, Adresse Québec, l'ensemble de toutes les adresses de toutes les rues, de toutes les municipalités du Québec, ont participé à faire automatiser la cartographie au ministère des Transports qui était absolument énorme. Et tout ce qui est sentier en route et tout, encadrement d'équipe, l'exécution du travail, les données ouvertes. Ça a été un de mes gros dossiers au ministère des Transports, qui est la suite du projet de partage des données. À la fin, j'étais directeur intérimaire de la géométrique au ministère des Transports pour les grandes orientations. Je parle des données ouvertes et je vous invite à aller visiter le site. Je ne crois pas qu'il est actif ici. De toute façon, je ne me risquerai pas avec le temps et tout d'aller sur le site. Données Québec, en un seul mot, Données au pluriel Québec. Allez-y, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un site absolument fantastique pour ceux qui font des analyses. On ne peut pas s'en passer au Québec. Ça s'est avéré une aide précieuse au développement d'entreprises. Il y a eu plein de startups qui sont nées de ces données-là. D'ailleurs, on organisait des hackathons basés sur ces données-là. Au début, il y avait 8 ministères participants en 2010 et ça a évolué très rapidement. Il y avait seulement 20 jeux de données. Outre les ministères, il y a eu une grande mouvance, il y a toutes sortes, le Musée des beaux-arts, les municipalités, les organismes privés qui se sont mis là-dedans. Il y a plus de 1200 données disponibles et chaque jour, c'est en croissance. Alors, je vous invite à visiter ça, ceux qui sont en géographie ou analyse spatiale ou quoi que ce soit, en géomatique. Ne manquez pas ce site, c'est absolument nécessaire. J'ai passé les dernières années de ma carrière à travailler là-dessus. Maintenant, je suis avec Fooditerra, un collègue que vous connaissez peut-être. On fait des audits environnementaux, des études d'impact, évaluation environnementale et dans le but de l'aménagement du territoire, évidemment. Un des projets les plus intéressants et un aspect qui m'intéresse, c'est la délimitation détaillée des milieux humides selon la méthode de Bazoge qu'on a utilisée pour faire un petit contrat qui était très intéressant, hein, qui consiste à caractériser de façon très locale pour des petits territoires
des milieux qui sont humides ou pas, d'après des caractéristiques très locales. Et ça demeure, à mon sens, une méthode très utile parce que les grandes méthodes déterminent des grands espaces dans lesquels il y a beaucoup de trous. Donc, la méthode BESA, je vous la suggère d'aller vérifier. Alors, en gros, je résume de géographe à géomaticien. C'est une démarche de raison. La géomatique est devenue davantage une affaire de programmation, de développement, alors que la géographie est passée sur les phénomènes terrestres. Ce n'était pas ma présentation, ça. OK, désolé. Je voulais simplement faire un rappel qu'il y a un lien entre la géomatique et la géographie. C'est un lien spatial qui consiste à prendre conscience de l'espace qui est absolument incontournable dans les deux disciplines. Alors, merci. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez pas à suivre nos activités, que ce soit en nous écrivant ou en suivant notre site web sur Facebook ou LinkedIn, le regroupement des géographes du Québec qui sera toujours heureux d'échanger avec vous. Géographiquement vôtre et au plaisir!